Alors, on va parler ensemble pendant les minutes qui viennent de traversée alpine. De traversée alpine avec une entrée volontairement bien par la négative, c'est-à-dire et quand on ne passe plus. Parce qu'il y a une certaine évidence à franchir les Alpes. Peut-être une évidence historique, une évidence technique à laquelle on s'est habitué, mais qui masque le fait que parvenir à franchir avec des appareils modernes, avec des tunnels, aujourd'hui le plus long tunnel ferroviaire au monde, 57 km au Gothard, tunnel ferroviaire, tout ça repose sur toute une série de petits miracles d'entretien quotidien, puisque la face cachée, c'est que ce sont plusieurs centaines de petits événements, plusieurs centaines d'opérations de maintenance par an sur chaque passage qui sont nécessaires pour pouvoir entretenir cette ouverture. Et j'ai proposé ce thème pour cette édition du « Et quand on ne passe plus ?» parce que vous avez peut-être suivi l'actualité en août 2023. Alors je parle d'actualité pour août 2023 parce qu'on propose les thèmes. Du coup, au tout début de l'année 2024, donc c'était encore d'actualité. Mais en fait, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Août 2023, un élément qui a été médiatisé en France, c'est cet éboulement dans la vallée de la Maurienne. Alors je vais revenir dessus évidemment dans le cours de l'exposé, mais vous voyez déjà à travers cette petite photo l'ampleur de cet éboulement. Le plus gros éboulement sur le réseau ferré national depuis 1978. 15 000 mètres cubes qui se sont éboulés, du coup, pile où, sur un endroit où la vallée est bien resserrée, où tout est bien accolé, à savoir la voie ferrée, la départementale ex-nationale 6 et l'autoroute, le combo gagnant. Et ça, déjà, ça permet d'amener un élément important. C'est que pour passer, ce n'est pas qu'une question de tunnel. Ce n'est pas qu'une question de col. Parce que dans le fond, les infras de franchissement, on sait les gérer et surtout on les monitore bien parce que tout est énormément instrumenté. Là où il y a une très grosse vulnérabilité, et historiquement, la partie la plus délicate, c'est toujours cette phase en fait valléenne. Cette phase que l'on peut appeler d'approche, d'accès, qu'on oublie trop souvent quand on parle de traversée alpine. Et pourtant, cet éboulement, cet événement nous rappelle que là où il y a justement une vulnérabilité très forte, c'est déjà dans la capacité à accéder à l'ouvrage de franchissement. Alors je reviendrai évidemment là-dessus plus avant dans le cours de l'exposé, mais avant peut-être une petite contextualisation d'ensemble parce qu'on est vendredi, c'est le début, tout le monde n'est peut-être pas complètement familier avec les Alpes ou familier avec les Alpes françaises, mais un peu moins avec le reste de l'arc. Donc, je vous propose ici une petite carte très simple qui vous présente les principaux axes et les principaux passages des traversées alpines. Alors, on va retrouver évidemment un axe dont on va beaucoup parler, Fréjus-Monsoni, l'axe de la Maurienne, dont je vais pas mal vous parler. Vous avez évidemment les passages suisses avec cet ensemble Lötschberg, Simplon et Gotthard-Tscherneri. Vous avez évidemment les deux tunnels routiers autour du massif du Mont-Blanc, tunnel du Mont-Blanc, Grand Saint-Bernard. Le passage très important entre l'Autriche et l'Italie du Brenner. Et toute une série de passages autour de ce qu'on appelle l'étoile de Villars, ici, donc plus dans les Alpes orientales, que ce soit les Tauern, le Tarvis, les Carvanken ou encore le Semmering. Vous avez des passages qui sont à la fois ferroviaires et routiers, c'est ce que j'ai représenté avec ce marron, et des passages qui sont uniquement routiers, c'est ce que vous avez en rouge, et des passages uniquement ferroviaires, c'est lorsque je mets uniquement, du coup, en noir. Alors, on a évidemment de multiples générations pour vous situer un petit peu les aspects historiques de ces infrastructures. Le tout premier tunnel ferroviaire ouvert dans les Alpes, vous le datez de quand ? Petite question. Alors, je prends devant, j'achète dans les années 1850, 1854, en effet, le Semmering. Mais quand on me dit dans les années 1870, oui, avec un référentiel français, c'est le tunnel du Monsoni, le tunnel du Fréjus, exactement ouvert en 1871. Lorsque l'on prend les tunnels routiers,
Vous les situez, il y a 2 grandes phases d'ouverture des tunnels routiers dans les Alpes. Vous situez ça quand? Allez, on peut prendre du coup les 2 tunnels qui concernent la France parce que on est bien dans les phases. Ouais. Plutôt, ouais, 65, les années 60 exactement. 65, 67, les premiers, c'est en effet, en fait, c'est pas compliqué, c'est la densification du maillage. Donc les tunnels routiers des années 60, c'est là où vous n'aviez pas d'infra ferroviaire. Mont-Blanc, Grand Saint-Bernard, Saint-Bernard. Et la seconde phase d'ouverture des tunnels routiers, à votre avis? Ouais, donc en fait, c'est les années 80, c'est ça, début des années 80. Donc 80, 81. Et là, les 2 éléments emblématiques, c'est en effet le Fréjus et le Gothard. Le Brenner, on est en fait sur un col ferroviaire, col routier également, pardon, avec une infrastructure majeure qui est un pont. De nouveau, la question de la phase d'accès, le pont de l'Europe, c'est la phase des années 60. Donc, je vous mets un petit peu ces petits repères chronologiques, parce que il y a 30 ans, tout ça, c'était encore très nouveau. Mais plus on avance, plus, en fin de compte, on a des infras qui sont dans des phases, en fait, exactement, de vieillissement d'infrastructures. Alors actuellement, on a une nouvelle phase de construction de tunnels ferroviaires. C'est ce qu'on appelle les tunnels de base, les nouveaux tunnels. C'est ce que je vous ai représenté ici, avec les noms qui apparaissent dans des cartouches. On a 2 tunnels de base qui sont d'ores et déjà ouverts. Alors, déjà en termes de terminologie, je vais utiliser 2 choses. La ligne historique, avec le tunnel de Fête, donc c'est la ligne du coup en haut, et la ligne de base. Pourquoi on appelle ça base? C'est que tout simplement, on fait partir la ligne, on essaye de ne pas trop dépasser les 500-600 mètres d'altitude, et le tunnel en fait a un profil de plaine. D'accord? L'avantage de ces tunnels de base, bon déjà ils sont beaucoup plus longs, c'est que ça permet d'avoir notamment une meilleure fluidité d'exploitation avec des économies d'énergie pour le fret, et pour le voyageur en fait vous gagnez en vitesse. Voilà. Et puis c'est surtout que vous avez des tunnels qui sont monotubes. Donc ça c'est important, gardez-le en tête, monotube, ça veut dire que vous avez 2 tunnels, 2 tubes. Et ça peut être important quand il y a un problème sur un tube. C'est que tout le tunnel n'est pas intercepté. Vous pouvez jouer avec le 2e tube. On le garde en tête. Alors les 2 tunnels de base qui sont d'ores et déjà ouverts, le Lötschberg depuis 2007, le Gothard, le plus long tunnel ferroviaire au monde, 57 km, la marque #57. Les Suisses savent très bien jouer avec. Et j'ai dit 2, mais je pourrais en mettre un 3e ici, qui est le complément du Gothard, le Chenry. Un tunnel plus court, 15 km, mais qui est très important dans le système suisse. Et 2 tunnels de base en cours de percement, le Brenner et le Lyon-Turin, qui complète l'axe du Fréjus, qui est bien en chantier. Et actuellement, ce qui est percé, c'est bien le tunnel de base. Ce ne sont plus seulement les descendries et les galeries d'accès. C'est bien le tunnel de base. Alors, une fois qu'on a posé tout cela, petit jeu ici avec quelques profils de répartition modale entre la route et le rail. Et si je passe par là, c'est pour souligner l'importance persistante des cadres nationaux. Parce que quand on regarde l'arc alpin, quand on lit les discours des années 80, surtout des années 2000, on a l'impression les nouvelles traversées alpines, l'arc alpin, gestion intégrée. Non. On garde des gestions qui sont profondément nationales. Et les frontières ont un sens pas seulement que technique, elles ont un sens aussi politique dans l'organisation des systèmes de transport. Et vous voyez tout de suite la singularité de la Suisse, suite à sa politique de report modal très volontariste. La particularité en Suisse, c'est que les choses ont été actées, c'est dans la loi avec la volonté de report modal, et que du coup, la politique d'infrastructure est intégrée comme moyen pour atteindre les objectifs politiques de report modal. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que du coup, on va calibrer à un moment les projets d'infra pour être en mesure de répondre aux objectifs politiques. Et vous voyez du coup la conséquence, 75% du franchissement alpin se fait par le train. Alors qu'en France, sur l'ensemble du coup des 3 passages principaux, on est à 93% pour la route, 72% sur la partie autrichienne, Autriche-Italie. Alors le tout dans un contexte, toujours en termes de contexte, ici, vous voyez l'élément croissant des flux, enfin des volumes plus exactement ici, de marchandises transportées à travers les Alpes.
avec du coup, on est autour des 170 millions de tonnes, mais attention, j'amène tout de suite un premier point. Vous allez voir que beaucoup de mes graphes, les dernières données vont être sur 2021. Pour une raison simple, c'est qu'avoir des données homogènes, c'est pas si simple que ça. Et qu'en fait, par exemple, si on prend sur la Suisse, on va avoir des données actualisées chaque année. Mais à l'échelle de l'arc alpin, les dernières données qui ont été homogénéisées, c'est-à-dire à la fois les données suisses et les données françaises, ainsi de suite, c'est 2021. Je vais vous donner des données plus actuelles. Mais la valeur des données, ça va souvent être des données moyennes jour, c'est-à-dire des moyennes pondérées par les opérateurs, non pas des données traitées et harmonisées. Et ça, c'est un point important. Parce que ça veut dire que l'approche que l'on a aussi, parfois, date en termes de données de référence. D'accord ? Ce que l'on peut voir, c'est tout de même, depuis les années 80, eh bien, cette très forte croissance de la phase des années 90, notamment routière. Ici, l'impact de la crise de 2008, qui a été très massive. Là, vous retrouvez le petit creux, évidemment, c'est l'époque Covid. Non négligeable, mais vous voyez que du coup, après cette baisse en 2008, qui a correspondu aussi à des efforts de productivité, de gains de productivité dans les transports, on a en fin de compte un phénomène haussier qui est tiré avant toute chose par la route, mais ça, je ne vous apprends rien. Et le tout, évidemment, avec deux axes principaux à l'échelle des Alpes. Le Gothard, premier axe ferroviaire, et le Brenner surtout. Premier axe routier, mais premier axe global. Conséquence également de quoi ? Conséquence de l'ouverture de l'Union européenne vers l'Est depuis 2004, et puis conséquence aussi de la politique suisse. La Suisse se met en situation de pouvoir réguler ce qui passe par la Suisse, mais il faut bien que ça passe. Et vous voyez qu'on commence déjà à être dans notre thème. Et quand on ne passe plus, on passe ailleurs. Et on passe chez les voisins. Et notamment sur cet arc des communications très fortement portées par la dimension industrielle entre l'Allemagne ou les ports de la mer du Nord et le nord de l'Italie, ou alors depuis les ports de l'Adriatique vers l'Europe centrale ou l'Europe médiane, nécessairement les passages autrichiens se retrouvent particulièrement sollicités. Et vous voyez du coup, pour positionner l'axe Fréjus-Montcenis, vous voyez qu'en termes de volume transporté, évidemment, avant tout la route, le ferroviaire assez faible, mais vous voyez que du coup, on ne joue pas tout à fait dans la même gamme par rapport à ce que peut être le trafic au niveau du Brenner. Au Brenner, ce n'est pas compliqué. Quand vous prenez l'autoroute A13 en Autriche, la file de droite, c'est un mur de camions. C'est non-stop des camions. Alors, au cours des 25 dernières années, après cet élément de contexte, j'entre pleinement dans notre thème. J'ai ici mis uniquement les principaux événements qui ont entraîné des fermetures longues. C'est-à-dire que je ne mets pas les éléments où il y a des fermetures de quelques jours, par exemple pour travaux ou autres. Là, c'est vraiment des fermetures au moins d'une semaine. D'accord ? Sur 25 ans, qu'est-ce que l'on va trouver ? Eh bien déjà, regardez, on va avoir une séquence importante, 99. Incendie dans le tunnel Tower en mai. Juste avant, en mars, l'incendie bien connu dans le tunnel du Mont Blanc. 2021, incendie dans le Gothard. Sur la séquence 99-2001, 62 morts en total. Et ça a été un élément important parce que ça a été un déclencheur aussi dans les opinions publiques sur l'importance de peut-être considérer les éléments de report modal qui se sont traduits parfois avec des incantations un peu magiques type ferroutage ou autre. Il n'empêche que ça a introduit une dimension associée à la prise en compte de l'importance du facteur sécurité dans les traversées alpines, qui se sont traduits par exemple au niveau Autriche, avec une petite évolution sur le système des écopoints et surtout sur l'incitation au renouvellement régulier des flottes de camions. C'est-à-dire plutôt que de lutter contre le nombre de camions, de faire en sorte que les camions qui circulent soient le plus modernes possible et les plus sûrs. Exactement, sécurisés
et émettre moins. C'est une façon de concilier sécurité, qualité de l'air et dans le même temps nécessité de passer. Des événements dans les années 2010, incendie dans le tunnel du Simplon ferroviaire, un wagon bâché qui prend feu en 2011, une fermeture en 2010 pour rénovation de l'Arlberg, et puis dans les incendies, je ne l'ai pas mentionné, mais 2005 au niveau du Fréjus. Et pour parler d'actualité, regardez août 2023, déraillement en août d'un train, éboulement en août en Maurienne, affaissement de la voûte dans le tunnel routier, toujours en août, au Gothard, fermeture programmée au Mont-Blanc pour travaux. C'est ce que les opérateurs appellent Murphy s'invite dans les Alpes, la loi de Murphy. C'est-à-dire là, tout s'enchaîne. Et quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Exactement. Tout groupé sur le mois d'août 2023. Et c'est justement cette séquence que je vais vous proposer d'approfondir ensemble. Août 2023, les traversées alpines au prisme de leur vulnérabilité. Et on va le faire par acte. Acte 1, déraillement dans le tunnel de base du Gothard. Tunnel de base du Gothard, fleuron, ouvert du coup très récemment, décembre 2016, pour l'ouverture à l'exploitation. Et là, qu'est-ce qui se passe? Sur une séquence, en fait, sur un aiguillage, pour faire simple, donc dans le tunnel, un tunnel de base, il faut vous imaginer, vous avez des tubes, du coup, les voies, c'est monotube, d'accord? Un tube nord-sud, un tube sud-nord, d'accord? Vous avez évidemment des barreaux tous les 333 mètres entre les tubes. Et vous avez des sections pour passer d'un tube à l'autre, d'accord? Et ensuite, vous avez toute une série de stations de secours à l'intérieur, vous en avez plusieurs, qui ponctuent, sachant qu'en cas d'incident, de toutes les façons, le but c'est que le train continue à rouler jusqu'à la station. Un train lancé dans le tunnel de base qui se retrouve avec un incident, il a une inertie de près de 4 km. Hein. Donc même si vous coupez tout, vous laissez filer et ça roule. Okay ? Et donc là, en fait, ce qui se passe, on est justement sur une des séquences, sur une des aiguilles qui connectent entre les deux tubes. Ce sont des aiguilles, des aiguillages attention, qui sont faites pour être passées à 230-250 km/h pour les trains de voyageurs. D'accord ? On l'exploite à 200, mais c'est fait pour. Là, les trains de fret, du coup, on est sur une exploitation à 100-120. Ça dépend du coup du matériel. Et là, ce qui se passe, c'est que vous avez sur un des trains de fret un essieu en fait qui dysfonctionne, qui va entraîner du coup le déraillement d'un wagon, c'est-à-dire le wagon qui va prendre l'aiguille au lieu d'aller tout droit, qui entraîne le reste du train. Donc vous imaginez la scène, la tête du train continue tout droit, vous avez une partie qui part comme ça, qui tire, d'accord, et qui entraîne l'ensemble. Le train, du coup, la partie qui a déraillé se décroche, avec la force est entraînée vers quoi? Vers la porte qui sépare les deux tubes, puisqu'on est tout en surpression dans un tunnel. Donc vous avez des portes étanches. Et vous avez le wagon qui vient s'encastrer dans la porte. Alors la porte a fait son job. Hein. Il n'a pas franchi la porte, mais il l'a quand même bien abîmée. Donc, on est dans une situation où, là, le tube, ici, Schluss, fermé. Mais l'autre tube aussi, puisque la porte, elle est endommagée. Donc, on coupe, tac, le tunnel. Endommagement de la voie, des équipements, de la porte d'étanchéité, les deux tubes fermés. OK. Alors, pour vous permettre de vous rendre compte des conséquences, en gros, en temps normal, comment ça fonctionne? Là, je vous ai modélisé l'axe du Gothard et du Ceneri depuis Artgoldau au nord jusque sur la partie italienne. En Suisse, tout fonctionne en fait de nœud en nœud. Donc c'est pour ça que j'ai mis Artgoldau, parce qu'en fait, ça va être le sillon, la capacité va être tracée à partir de ce nœud au nord. Donc qu'est-ce que l'on a au tunnel de base du Gothard en temps ordinaire?
6 sillons fret par heure et par sens, 2 sillons voyageurs intercités par sens, avec, du coup, une priorité en cas d'empêchement pour le fret. Je vais revenir dessus. Sur le chainery, donc sur la partie interne, du coup, ici, au Tessin, on a 4 sillons horaires fret par sens, 2 sillons horaires intercités, 4 sillons S-Bahn, régional, quoi, pour faire simple. Et vous voyez que sur mon graphe, vous avez en parallèle, à plusieurs endroits, une seconde ligne. Ben ça, c'est la ligne historique. Et vous voyez que sur la ligne historique du Gothard, on a des trains qui continuent à circuler. Toutes les heures, vous avez un train. C'est le cadencement national. Vous avez un interrégio qui passe. Et du coup, si on prend dans le Tessin, bah oui, vous avez des relations type RER accélérées par le tunnel de base, mais vous en avez qui continuent à passer par la ligne historique. Bon, ça vous donne une idée déjà du volume, du nombre de sillons qui est tracé. Hein. Là, on est bien sur le premier axe ferroviaire qui traverse les Alpes, dans un cadre très structuré du cadencement national suisse. Le cadencement national, ça ne veut pas dire seulement que la ligne elle est cadencée. C'est tout le système qui est cadencé. C'est une grande horloge qui fait sa révolution toutes les heures, voire de plus en plus toute sa demi-heure. Et dans le Tessin, c'est tous les quarts d'heure. Vous voyez un petit peu le truc. Alors, petit graphe ici. Petit graphe de la séquence du 1er août 2023 au 8 septembre 2023. La question qui se pose, c'est du coup, ok, on ferme. Mais on ne peut pas fermer, il va bien falloir réorienter les flux. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Eh bien, justement, on va l'analyser ensemble. Déjà, qu'est-ce que vous pouvez constater? Au mois d'août, vous voyez que le nombre de trains, il est quand même moins important. Donc, il y a une pression quand même un peu moins forte. C'est déjà ça. Vous voyez les creux des dimanches? Non négligeable. L'accident. Vous voyez du coup le remplissage ici, tunnel de base. Alors, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit du coup que, oui, on retrouve du coup sur l'autre axe, Lötschberg-Simplon, celui qui était un petit peu plus à l'ouest, hein, que vous avez ici. Attendez, hop, je vais aller comme ça. Voilà. Sur cet autre axe. Tout simplement, vous avez les trains qui arrivent à Bâle, on va les garer et on va les réorienter vers un sillon pour passer par ici. S'ils veulent aller du côté de Milan, ça débouche, c'est possible. Je vais rester sur ça. Mais ce que l'on voit, c'est que, en fait, on va avoir tout d'abord une phase d'attente des opérateurs. Vous voyez que du coup, on n'a pas un report complet de ce qui passe par le Gothard pendant le temps de fermeture sur le Lötschberg-Simplon. On en a une partie, mais pas l'ensemble. Parce que les opérateurs se disent la fermeture ne va pas durer éternellement. Ils se disent il y a un des tubes, le tube non endommagé, qui va être réouvert. Et par rapport à mes schémas de production, c'est-à-dire notamment par rapport à mes conducteurs, à l'organisation de mes roulements, c'est plus simple d'attendre. Il n'y a pas trop de trafic à cette période. Si je puis m'exprimer ainsi, vous voyez qu'on a des pointes à 150-200 trains au total à l'échelle de la Suisse. Pour traverser, ce n'est pas grand-chose par rapport à la Plaine Bourg. En revanche, la question qui se pose, c'est comment on fait pour les trains de voyageurs? Parce que les trains de voyageurs, eux, ils ne peuvent pas attendre. Le Tessin, passez-moi l'expression, mais gueule. Parce que le Tessin veut le retour des intercités qui le connectent au reste de la Suisse. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, premier élément, on va basculer l'ensemble des circulations voyageurs par la ligne historique. Et ça vous montre déjà un premier élément, c'est que pour qu'un tunnel de base fonctionne, il faut que la ligne historique soit fonctionnelle. Il n'y a pas de tunnel de base en exploitation sans que la ligne historique soit fonctionnelle. Il n'y a pas d'opposition. On n'ouvre pas un nouveau tunnel parce que la ligne historique est complètement caduque. Les deux peuvent avoir leur complémentarité et on a besoin de cette complémentarité. Ensuite, on va réorienter quelques trains de fret par la ligne historique. Encore, vous voyez que du coup, c'est la partie bleu ciel qui augmente. En fait, on va faire passer tous les trains de fret justement du type de ceux qui ont déraillé. Celui-là. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils ont des gabarits standards.
Mais par contre, on ne va pas pouvoir réorienter par la ligne historique les trains de combinés qui ont une hauteur d'angle de 4 mètres, ce qu'on appelle le gabarit P400, parce que la ligne historique, elle ne peut pas les faire passer. Ceux-là, je suis obligé de les envoyer où? Je suis obligé de les envoyer sur le Lötschberg et le Simplon. Ou d'attendre que le tube réouvre. Et c'est ce que l'on voit du coup avec cela. En fait, vous voyez que juste avant la réouverture, en fait, il va y avoir un redéploiement un petit peu de quelques trains combinés, et qu'en fait, très rapidement, avec la reprise de l'exploitation le 22 août, on va remettre en soirée, et surtout le 23 août, et on va mettre en priorité, justement, les trains de ce qu'on appelle du gabarit P400, donc à 4 mètres d'angle, pour passer, du coup, par ce tunnel de passe. Alors, en résumé, ici, on voit qu'on a l'efficacité de la réponse corridor. Comment ça fonctionne en Suisse? En gros, en Suisse, c'est un système de franchissement au service d'une politique d'encadrement de la traversée, mais pas de la traversée des Alpes, de la traversée de la Suisse. Moderniser le franchissement des Alpes pour permettre une politique de traversée de la Suisse. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la parenthèse Bâle-Milan. Et comment, justement, j'encadre? Vous allez me dire, Milan, ce n'est pas la Suisse. Oui, mais au nord de Milan, vous avez par exemple le terminal à Busto Arsizio, qui est un terminal géré par UPAC, un logisticien suisse. Qui est-ce qui a fait le discours d'inauguration du terminal en 2005? Le président de la Confédération suisse. C'est QFD. C'est-à-dire que du coup, d'un point de vue logistique, on gère de nœud à nœud. Okay, un corridor composé de 2 axes, Lötschberg-Simplon, Gotthard-Chenery, chacun des deux composé de quoi? De 2 itinéraires, l'itinéraire de base, l'itinéraire de fête. Itinéraire de base, itinéraire de fête. C'est-à-dire qu'on a un corridor interopérable, 2 axes au gabarit P400, 4 itinéraires redondants. Et quand vous regardez, en fait, l'appareil de franchissement en Suisse, on pourrait dire il est disproportionné par rapport aux besoins. En effet, en temps normal, sur le Lötschberg-Simplon, on utilise 68% des capacités. Sur le Gotthard, 54% des capacités. Donc avec un raisonnement 1.0, on peut dire tout ça pour ça. Mais en fait, tout ça, ça permet justement la sécurisation du système. Et le but de ça, c'est de faire en sorte que ce ne soit plus le franchissement qui limite le système. Mais qu'est-ce qui limite? C'est la capacité des nœuds. Il faut toujours, dans les 110 minutes, pour franchir le nœud de Bâle pour un train de fret. Est-ce qu'il est calé? Il arrive du graphe allemand avant qu'il rentre dans le graphe suisse, et ainsi de suite. Cette redondance offre une capacité de réaction particulièrement rapide. Et donc, vous avez un événement, hop, ce que l'on fait, c'est qu'on cale à différents endroits. On peut réorienter les trains prioritaires, soit sur le même axe en passant par la ligne historique, soit en le décalant sur un autre axe. Bref, quand on ne passe plus, on continue de passer. Et on peut avoir le luxe de faire le choix d'attendre. Si on estime que s'il faut faire attendre 3 jours, on attendra 3 jours. Donc ici, réouverture pleine et entière le 23 août. On est d'accord? La loi de Murphy. On va en Maurienne. Le 23 août, au même moment, petite réunion organisée à la préfecture de Savoie, avec le département convoqué, la direction des routes, pour la route départementale 1006, et la SFTRF pour la gestion de l'autoroute A43. SNCF Réseau n'est pas convoqué à ce moment-là. Pourquoi? Parce que la falaise qui est ici, qui porte bien son nom, le versant de la Brèche, tout est dit, qui est bien monitoré, parce qu'on sait que c'est un endroit glissant. D'ailleurs, au 19e, quand on a ouvert la ligne, on avait fait une galerie pour prolonger le tunnel. Ça montre bien qu'on a bien conscience de l'exposition. Bon, on craint une chute de 1000 mètres cubes entre octobre et décembre. Donc, autour des services de la préfecture, en gros, l'enjeu, c'est quoi? C'est du coup, si ça chute, le train va être protégé par la galerie,
1000 m3, c'est bon. Par contre, la route départementale, elle va être coupée. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'axe gratuit pour connecter à la Maurienne. Donc, il faut penser à un scénario pour activer la gratuité sur l'autoroute. Ça, SFTRF sait le faire en 2 heures. Voilà, ça se fait. Ok, réunion en préfecture, octobre à décembre, bon. Sauf que ça n'arrête pas de pleuvoir. 2 jours plus tard, premier caillou détecté sur la route. Préfecture recontacte les opérateurs en disant « vigilance renforcée ». 2 jours plus tard, ça commence vraiment à bouger, ça n'arrête pas de pleuvoir. C'est plus des petits cailloux, ça commence à être du plus gros caillou qui commence à tomber, qui est détecté côté ferroviaire. 16h30, décision de fermeture préventive de la route départementale, puis de l'autoroute. Il faut l'étaler parce que ça veut dire qu'il faut bloquer le côté italien aussi. Il ne suffit pas de monitorer côté France. 18h, éboulement de 15 000 m3. Fermeture de la voie ferrée, on ne l'avait pas prévu dans l'équation, mais à 15 000 m3, la galerie ne suffit pas, c'est-à-dire que ça dépasse, ça déborde de la galerie. Voilà du coup ce que ça donne, avec des morceaux qui ont franchi l'arc et qui sont allés taper même des piles du viaduc autoroutier en face. Donc là, la situation, elle est particulièrement critique. Le versant continue à bouger. Ça veut dire que vous ne pouvez même pas envoyer vous n'allez pas envoyer des hommes pour contrôler ce qu'il est. Ouais, tout en effet en radio guidée et en drone. Exactement, on est au mois d'août, un dimanche. Okay, au niveau de la disponibilité des entreprises. Les entreprises, en plus BTP en Maurienne, sont bien occupées par le chantier du tunnel du Lyon-Turin, plus l'été par les chantiers en station. Donc ça veut dire que la disponibilité n'est pas énorme. Bien, alors on est dans cette situation. On est dans cette situation avec en fait 3 gestionnaires de réseau qui sont engagés. SNCF Réseau pour le train, le département, direction des routes, et SFTRF. Je continue ma petite chronologie. On était au 27. Le 28, il continue de pleuvoir. On décide, à titre conservatoire, de fermer jusqu'au 31 août. Parce que là, il faut imaginer que vous avez une très forte pression, à la fois des acteurs économiques et des politiques. On est à la fin du mois d'août. La Haute-Maurienne est une région touristique. On a les touristes qui doivent pouvoir rentrer pour la rentrée, c'est le cas de le dire. Grosse pression. Donnez-nous, dites-nous quand ça réouvre. Vous n'en savez rien. Vous n'avez même plus... Il faut tout refaire. Il faut refaire toutes les simulations topographiques. Le versant n'a plus rien à voir. Vous êtes obligé de refaire toutes les études de trajectoire des chutes possibles. Il y a tout à refaire. Donnez-nous une date. Bon, à titre conservateur, on gagne du temps, on dit le 31 août. Hein. Sauf qu'il continue à pleuvoir. 29 août, réalisation de l'état des lieux. Test de résistance du viaduc de la 43, parce que, ok, l'autoroute est peut-être la moins exposée, mais sauf que la pile, elle n'est pas faite pour prendre la pression de cet éboulement. Refonte topographique et modélisation de trajectoire des mouvements de versant. Donc là, SNCF Réseau récupère des drones qui étaient sur un autre chantier pour pouvoir tout remodéliser. Mercredi 30 août, études et décisions des mesures à prendre. SFTRF décide, ok, on va lancer l'opération conteneur, c'est-à-dire qu'il faut faire monter tous les conteneurs, plus l'opération Big Bags, ça c'est pour renforcer en fait la pile du viaduc, mais les Big Bags, ça arrive en hélico, hein. Donc ça veut dire qu'il faut récupérer de l'hélico disponible à Albertville auprès de la SAF. Ouais, vous imaginez toute la logistique qu'il y a. Ok, 31 août, on avait dit 31 août. 31 août, là, on arrive presque, ça fait 5 jours. Hein. C'est plus une question locale, c'est une question nationale. Visite ministérielle, 12 heures, réunion des gestionnaires d'infrastructures à la sous-préfecture. 13 heures, réunion à la préfecture avec le ministre. 15h30, conférence de presse avec engagement, réouverture sous 8 jours. Bon, là, le directeur des SFTRF dit oui, monsieur le ministre, on va faire en sorte de...
coup de force, tout ça, pour en arriver au vendredi 8 septembre, réouverture de l'A43 à 20h55, sauf qu'il y a toujours 5000 m3 sur le versant qui sont instables. Donc ça veut dire qu'avec le mur de conteneur, ça protège au cas où, avec la modélisation qui a été faite, parce que pour la hauteur, il fallait les résultats de la modélisation. Pareil pour les angles. Par contre, voie ferrée, toujours fermée, route départementale, toujours fermée. Donc évidemment, gratuité sur cette partie-là. Gratuité, ça veut dire compensation de l'exploitant par le département. Hein. Gratuité, c'est toujours... Hein. Voilà, ça n'existe pas tant. Voilà. Et donc du coup, voilà la situation dans laquelle on est. Et si vous passez à côté, vous ouvrez la fenêtre de la voiture sur l'autoroute, vous entendez, ça continue à tomber. Alors, on purge, hein, c'est-à-dire du coup, il faut imaginer que vous avez des travaux avec des hélicos, comme ça, avec des poches d'eau qui font tomber de manière ciblée pour continuer à purger le versant. Vous avez des pelles araignées qui continuent pour faire tomber, qui sont toute la galerie a été déblayée avec des pelleteuses téléguidées. Ils en ont sorti une du chantier du Lyon-Turin pour le faire. Enfin, voilà, ça a vraiment été une réaction très rapide parce que le problème, c'est que du coup, avec ce poids sur la galerie ferroviaire, ça a commencé à jouer sur la voûte. Alors, comment on fait? Parce qu'il faut que ça passe. Comment on fait là? Le Mont Blanc, le tunnel du Mont Blanc, en suppléance forcée, et vous voyez que là, je vous parle avant toute chose de quoi? Je parle avant toute chose de route. Parce que la première obsession, là, ça ne va pas être le ferroviaire, ça va être la route. Déjà une idée de coût, 12 jours de fermeture pour la SFTRF, 8 millions d'euros de coût. 1 million de travaux d'urgence, 1,5 million de sécurisation, 5,6 millions de pertes d'exploitation. Bon. Et le problème qu'il y avait, c'est quoi? C'est que le Mont Blanc, il devait fermer pour près d'1 an pour travaux. Alors là, les Italiens, au niveau de la conférence intergouvernementale, disent aux Français, vous vous débrouillez, mais on n'a pas confiance sur l'ouverture du Fréjus. Donc, vous prendrez à votre charge la reprogrammation des travaux, parce qu'il n'est pas question de fermer le Mont Blanc maintenant. Il y a un risque trop fort de fermeture. Donc, on reprogramme. Et d'ailleurs, quand on regarde comment se ventilent les 15 000 poids lourds qui n'ont pas pu passer par le Fréjus sur la séquence de fermeture, c'est 2 tiers vers le Mont Blanc et 1 tiers vers le sud. Je ne développe pas plus. 3 semaines après l'événement, on était sur un retour à la normale au niveau de la répartition des flux. Allez, 2 jours plus tard, 10 septembre, on retourne au Gothard. Affaissement de la voûte dans le tunnel routier. Bon, on ferme, on réouvre le 15 septembre. Et acte 4, les travaux dans le Mont Blanc, il faut les faire quand même. Alors du coup, au lieu de faire une grosse plage, on a coupé en 2 plages. C'est ce qui explique qu'actuellement, le Mont Blanc est refermé. 16 octobre, fermeture pour 3 mois de travaux, suivi des flux. En gros, 98% des poids lourds qui passaient par le Mont Blanc à la même époque, l'année d'avant, ont rebasculé sur le Fréjus. 82% des bus, seulement 30% des véhicules légers. Pourquoi? Parce qu'au niveau des véhicules légers, c'est beaucoup du trafic de proximité. Donc là, on voit très clairement que les 2 axes fonctionnent ensemble, comme ils avaient fonctionné ensemble lors de la fermeture, entre, en gros, des années 2000, 2003, où ce qui avait conduit le pic de fréquentation au niveau du Fréjus. Et le trafic ferroviaire. Parce qu'il n'y a toujours rien qui passe. Hein, toujours rien qui passe. Alors ok, le trafic, ce n'est pas le trafic au Gothard, hein, au Fréjus. En gros, ce qui passe par le tunnel, c'est à peu près qui franchit. C'est en gros 37 trains par jour, 25 de fret, d'accord, dans les 2 sens confondus, parce que là, c'est un tunnel monotube, où il y a les 2 voies. C'est pour ça que là, on compte dans l'ensemble. 12 trains voyageurs Paris-Milan, 3 SNCF, 3 Trenitalia, plus 18 TER quotidiens entre Chambéry et Modane. Beaucoup plus de l'autre côté, entre Bardonecchia et Turin. Le suivi du report, il est seulement estimé. Parce qu'en fait, on a énormément de mal à suivre ce que deviennent les trains qui ne passent pas. C'est paradoxal, mais on a énormément de mal à suivre. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, par où on peut rerouter? Par Vintimille ou par la Suisse? Parce que le Fréjus,
il y a certes la dimension méditerranéenne, mais il y a aussi du nord-sud, hein, depuis notamment Valenton jusqu'à Novare. Donc reroutage des trains ou report vers la route. On estime en gros que ça représente 500 poids lourds par jour, le report sur la route. Et je passe ça pour en aller là-dessus. On pourrait croire que Vintimille, c'est le plus logique. Ça, c'est quand on regarde sur la carte. Parce que quand on regarde les propriétés du réseau, c'est justement le plus faussement évident. Et je vais vous le démontrer. Déjà, le nombre de sillons résiduels est très faible. On peut dégager 3 allers-retours de capacité en résiduel. C'est pas énorme. Et en plus, parce qu'on a une part de voie unique en Italie, qui a une incidence, la longueur. En moyenne, on est sur des trains de 600 mètres. Sur la partie française, on peut faire des trains jusqu'à 529 mètres. Allez, ça, c'est pas trop gênant. Mais côté italien, on ne peut faire passer des trains que de 380 mètres. Donc vous voyez qu'en fait, ce n'est pas un train qui peut se déplacer. C'est une recomposition complète. D'autant que vous devez morceler votre train, que vous avez des contraintes. En France, pas de train entre minuit et 5 heures du matin. Et les sillons fret sont très loin d'être prioritaires, parce que là, sur toute la partie entre Marseille et Nice, ce qui est prioritaire, évidemment, c'est le voyageur qui a déjà du mal à être ponctuel. Donc, en gros, on vous réinjecte dans un graphe horaire qui est juste apocalyptique. Donc, ça veut dire que vous n'y allez quasiment pas. Alors, pour autant, du coup, une autre des conséquences, oui, c'est le coût. Le coût en péage, en gros, à Marseille-Nice, par Vintimille, coûte plus cher que du Lille-Turin par le Mont-Cenis. Donc, vous voyez, ça calme quand même les opérateurs. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a rien qui rebascule, hein. On estime qu'en gros, c'est 7% du trafic ferroviaire de Modane sur la période. Là, du coup, sur une période qui va du 27 août au 14 février, qui a rebasculé sur Vintimille. Ces 7% de Modane représentent une augmentation de 24% des trafics à Vintimille. Bon, vous voyez, là, du coup, on est à la limite de ce qui est possible. Et par la Suisse. Alors, par la Suisse, il y a des possibilités, ne serait-ce que parce que vous avez un exploitant suisse qui est détenu à 45% par la SNCF et par 3% par un de ses partenaires, Ambrogio, qui, du coup, produit du combiné. Le seul problème, c'est que, du coup, la Suisse était déjà occupée à réorganiser les acheminements suite à la fermeture côté Gothard. On est dans le même timing. Et puis, le prix du sillon, donc le péage que paye l'opérateur pour faire rouler le train, ce n'est pas le même. 2 000 € de plus. Bon, quand vous mettez tout ça en regard, ça fait que vous avez une partie de ce qui était prévu en ferroviaire qui s'évapore et qui bascule sur la route. Très difficile de suivre. Très, très difficile de suivre. C'est ce problème, du coup, du monitoring. Alors, je le fais très simple, hein. Perte de trafic avec un report modal inversé vers la route. Et côté voyageurs, et je terminerai du coup là-dessus car je vois la vigie qui arrive, du coup, pour le régional, il faut assurer la continuité territoriale de la desserte. Les trains s'arrêtent à Saint-Michel-de-Maurienne, car en correspondance pour Modane. Et pour l'international, il n'y a rien eu jusqu'au 10 janvier 24, date à laquelle un service a été remis un aller-retour par jour et uniquement par la SNCF sur Paris-Milan, avec en train jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne, le car jusqu'à Oulx et un train qui prend le relais de Oulx jusqu'à Milan. On retrouve en fait la valeur de l'intermodalité palliative qu'il y avait avant la finalisation des réseaux ferroviaires. En somme, et quand on ne passe plus, on passe quand même, mais on s'inquiète. On s'inquiète. En témoigne, et je terminerai là-dessus, le lancement depuis le 2 septembre de 105 jours de travaux au tunnel du Mont-Blanc. Que titre, du coup, France 3 Région. En cas de problème au Fréjus, on sera tous bloqués. L'inquiétude des industriels italiens. Parce que ça nous rappelle que les traversées alpines, en fin de compte, sont au cœur du fonctionnement du système productif européen. Et je vous remercie.